Un mardi ordinaire à Ouagadougou, sur la N1, un convoi vers le nord s'immobilise net. L'escorte, menée par un officier au service impeccable, ordonne l'arrêt, coupe les communications et 20 fidèles prennent position, confisquant blindés, équipements et fournitures médicales sans rien détruire. Quand une trahison semble appeler une riposte éclair, pourquoi Ibrahim Traoré choisit-il d'abord une vidéo simple, un délai de 48 heures Zidaya, 8 heures Nicolas 8 et la promesse d'un procès équitable? Pour introduire cela, la réponse n'est pas un assaut. Une vidéo sans décor, 20 minutes d'un trait, puis 48 heures. Et un détail, le convoi garé près d'une école renverse le rapport de force. Cette histoire promet plus qu'un récit de crise, elle expose une méthode. En suivant pas à pas la séquence, le spectateur comprend comment une décision publique peut déplacer la peur, redistribuer la pression et préserver des vies sans recourir à la force immédiate. L'enjeu est stratégique parce qu'un convoi intercepté fragilise la sécurité nationale. Il est humain parce qu'une école pleine d'enfants se trouve au cœur du dispositif. Il est politique parce que chaque geste est observé, amplifié, interprété. Ce qui se joue n'est pas seulement l'arrestation d'un officier, mais la crédibilité d'un État face à la trahison organisée. Ibrahim Traoré n'est pas présenté comme un héros solitaire, mais comme l'arbitre d'un dilemme où chaque option a un coût visible. En acceptant de ralentir le tempo, il transforme une faiblesse apparente en levier et force les acteurs périphériques à se dévoiler. Pour introduire cela, la promesse est claire. Comprendre pourquoi cette retenue a fonctionné et ce qu'elle dit du pouvoir quand la violence serait la solution la plus simple. Deux chiffres changent la lecture dès l'ouverture. 20 minutes de vidéo, 48 heures de délai. Ce contraste, posé publiquement par Ibrahim Traoré, signale que la réponse ne sera ni improvisée ni précipitée, mais construite pour déplacer le centre de gravité de la crise. Le contexte est pourtant explosif. Un convoi militaire roulant vers le nord transporte des blindés, des systèmes de communication et des fournitures médicales destinées aux bases avancées. À l'aube, dans une zone habituellement sans incident majeur, l'escorte s'arrête. L'ordre vient du commandant lui-même. Les radios sont coupées. Les armes se retournent. Une vingtaine d'hommes fidèles prennent position, désarment leurs camarades et sécurisent le matériel. Rien n'est détruit, rien n'est incendié, comme si l'objectif n'était pas le chaos, mais l'attente. À Ouagadougou, la nouvelle arrive avec retard, puis déclenche une panique administrative classique. Les hypothèses fusent. Financement étranger, complot interne, main invisible cherchant à renverser le pouvoir. La logique militaire standard suggère une intervention rapide pour reprendre le convoi avant qu'il ne soit déplacé ou démantelé. C'est précisément cette attente que la décision va déjouer. Au lieu d'un déploiement, Ibrahim Traoré apparaît seul à l'écran, sans décor, sans coupe, et parle pendant 20 minutes. Il confirme la trahison, reconnaît la gravité des faits, puis pose une question simple. Pourquoi un officier formé, protégé et rémunéré risquerait-il tout? Cette question ouvre une piste. Il évoque un réseau surveillé depuis des mois, des promesses matérielles, des loyautés achetées. Aucun nom, aucune pièce jointe, seulement un cadre. La mini-révélation se complète hors caméra. Des vidéos amateurs circulent. Le convoi n'est pas garé au hasard. Il est stationné devant une école en activité. Une intervention armée exposerait immédiatement des civils. À partir de là, le délai de 48 heures cesse d'être un geste de faiblesse. Il devient un instrument pour isoler le traître, protéger les innocents et laisser les preuves produire leur effet. Deux figures structurent de cette séquence. D'un côté, le commandant qui a retourné ses armes, officier expérimenté, respecté, entouré d'hommes convaincus de participer à une opération légitime. De l'autre, des soldats ordinaires, surpris, désarmés, cherchant à comprendre si l'ordre reçu relève d'un exercice.
d'une attaque ennemie ou d'une rupture définitive. Entre eux, un convoi intact, immobilisé, chargé d'un poids symbolique bien supérieur à sa valeur matérielle. L'impact immédiat se lit d'abord au niveau humain. Des soldats filment discrètement, des habitants observent, des parents s'inquiètent. Les images montrent la proximité d'une école, les enfants présents, la banalité du lieu. Cette banalité rend l'épisode plus dangereux encore, car elle réduit l'espace des options sans victime. Chaque heure qui passe renforce l'idée qu'une intervention classique serait irréversible. À distance, la parole officielle joue un rôle de stabilisation. En s'adressant directement à la population, Ibrahim Traoré réduit l'asymétrie d'information. Il ne dramatise pas, ne promet pas une victoire rapide et ne cherche pas à masquer l'incertitude. Cette posture calme produit un premier effet. Elle freine la panique et désamorce les rumeurs les plus extrêmes. Les réseaux sociaux, au lieu d'alimenter l'appel à la force, commencent à relayer un autre message centré sur la protection des civils. Un premier basculement s'opère alors. Les hommes les moins engagés dans la trahison hésitent. Certains quittent discrètement le dispositif et se rendent. Ils expliquent avoir été trompés sur la nature de l'opération. La crise cesse d'être un bloc uniforme. Elle se fragmente. Et cette fragmentation change la question centrale. Il ne s'agit plus de savoir comment attaquer, mais combien de vies seraient inutilement mises en danger. Ce que cela signifie, c'est que chaque heure gagnée réduit le cercle de la trahison. La séquence s'organise en trois temps distincts: activation, montée, répercussion. Avant l'intervention publique, la situation est figée. Le convoi est immobilisé, les communications coupées et l'armée régulière se tient en alerte sans ordre de mouvement. Cette immobilité n'est pas un vide d'action. Elle crée une attente tendue dans laquelle chaque acteur tente d'anticiper le prochain geste de l'autre. L'activation intervient avec l'annonce du délai. 48 heures. Pas d'ultimatum armé, pas de menace explicite, seulement une condition claire: se rendre volontairement et bénéficier d'un procès équitable. À ce moment précis, la dynamique bascule. Le centre de pression se déplace du gouvernement vers le commandant traître. Jusqu'alors, il contrôlait le rythme et l'espace. Désormais, il doit gérer le temps, l'opinion et la cohésion de ses propres hommes. La montée de tension se lit dans les réactions extérieures. Les analystes internationaux dénoncent une faiblesse, certains médias prédisent un effondrement imminent, des investisseurs suspendent des décisions. Ces signaux négatifs, loin d'affaiblir la stratégie, renforcent l'isolement du traître. Il comprend que l'État ne reculera pas sous la critique et que la fenêtre de négociation se referme sans affrontement. Ibrahim Traoré, de son côté, n'ajoute aucun commentaire. Le silence devient une variable active, laissant les faits circuler sans contre-narratif. Les premières 24 heures passent sans reddition. Le commandant reste retranché. Mais quelque chose change à l'intérieur du dispositif. Des hommes désertent, un par un, souvent de nuit. Ils rejoignent la capitale et racontent la même histoire. Promesses financières, assurances, investissements futurs présentés comme garantie. Ils découvrent que la situation réelle ne correspond pas à ce qui leur avait été vendu. Cette érosion interne est lente mais cumulative. À mesure que les heures s'écoulent, la pression sociale augmente. Les images de l'école circulent largement. Des familles exigent que les véhicules soient déplacés. Des organisations internationales appellent à éviter toute confrontation armée à proximité de civils. Le commandant traître perd un atout majeur: la capacité de se présenter comme un acteur rationnel protégeant ses hommes. Il apparaît désormais comme celui qui expose volontairement des innocents. La répercussion décisive survient lorsqu'il cherche à reprendre l'initiative médiatique. À 12 heures de l'échéance, il contacte la presse et affirme disposer de soutien extérieur,
et de garantie financière. Cette déclaration, destinée à démontrer sa force, déclenche la réponse finale. Au lieu d'une nouvelle vidéo, un document est publié officiellement, un contrat, signé plusieurs mois auparavant, liant le commandant à une société écran enregistrée dans un paradis fiscal, promettant des avantages matériels précis en échange d'actions de déstabilisation. Ce document reconfigure instantanément la lecture de la crise. La trahison n'est plus ambiguë, elle est contractualisée. L'opinion publique se retourne. Les soutiens supposés se taisent. Le réseau s'effondre. Dans les dernières heures, la reddition devient la seule issue viable. Le convoi était restitué intact, l'école épargnée et la crise se referme sans assaut. La solidité de cette séquence repose sur quelques repères mesurables, simples mais décisifs. Le premier est le délai de 48 heures. Dans un contexte militaire, ce laps de temps est suffisamment long pour laisser émerger des signaux, mais suffisamment court pour empêcher la consolidation d'une position rebelle. Il transforme le temps en contrainte asymétrique. L'État peut attendre, le traître non. Le deuxième repère est la durée de la prise de parole, environ 22 minutes, sans montage ni décor. Cette durée excède largement le format d'une déclaration de crise classique. Elle sert à établir une continuité narrative et à réduire l'espace des interprétations concurrentes. En parlant longuement, calmement, Ibrahim Traoré occupe le terrain symbolique sans multiplier les messages. Un seul signal, répété par relais sociaux, vaut mieux qu'une succession d'ordres contradictoires. Le troisième élément mesurable est la désertion progressive des hommes impliqués. Les témoignages convergent. Au fil des heures, des soldats quittent le dispositif, parfois seuls, parfois par petits groupes. Même sans chiffres publics détaillés, la dynamique est claire. Chaque départ réduit la capacité opérationnelle du commandant et augmente son isolement. C'est un effet cumulatif, non spectaculaire, mais déterminant. À ces trois repères s'ajoute un indicateur indirect, la stabilité du périmètre civil. Le convoi reste immobile, les véhicules ne sont ni déplacés ni utilisés. Aucun affrontement n'est signalé à proximité de l'école. Ce maintien du statu quo matériel confirme que la stratégie vise à geler la situation plutôt qu'à la résoudre par la force. Dans un cadre classique, une intervention rapide aurait probablement entraîné des dégâts collatéraux immédiats. La publication du contrat constitue le point de bascule final. Ce document n'est pas présenté comme une accusation verbale, mais comme une pièce vérifiable, signée horodatée. Il introduit une preuve externe au récit officiel. À partir de là, la question n'est plus de savoir si le commandant agit par conviction ou par contrainte, mais de constater l'existence d'un échange contractuel précis. Cette matérialité ferme l'espace du doute. En termes de lecture stratégique, l'enchaînement est cohérent. Le délai crée l'attente révèle les fissures internes, les fissures rendent la preuve décisive. Ibrahim Traoré n'ajoute pas de nouveaux éléments après la publication du document. Il laisse les faits produire leurs effets. Cette économie de gestes réduit le risque d'erreur et empêche l'escalade. Le résultat observable est double. À court terme, la crise se résout sans perte civile et avec récupération intacte du matériel. À moyen terme, le signal envoyé dépasse l'épisode lui-même. Il montre que la trahison peut être neutralisée par l'exposition des incitations réelles plutôt que par la démonstration de force. Le temps, utilisé comme outil, devient alors une ressource stratégique à part entière. Les critiques les plus sérieuses de cette stratégie ne viennent pas des marges, mais du cœur de l'analyse sécuritaire classique. Elles se structurent autour de deux arguments principaux, qui méritent d'être examinés sans caricature. Pour introduire cela, un premier argument est le suivant. Accorder un délai à un officier armé crée un précédent dangereux. Selon cette lecture, la retenue affichée encourage d'autres acteurs à tester les limites de l'État, en espérant obtenir du temps,
de la visibilité ou des concessions. Dans un environnement régional instable, chaque signe de patience pourrait être interprété comme une faiblesse exploitable. Cette objection repose sur une logique dissuasive. La rapidité et la force empêchent la répétition des crises. Un deuxième argument avance que l'absence d'intervention immédiate met en danger la chaîne de commandement. En laissant un convoi immobilisé sous contrôle hostile, l'État accepterait une rupture temporaire de souveraineté militaire. Pour certains analystes, cela fragilise l'autorité centrale et expose l'armée à une perte de crédibilité interne. Les soldats pourraient douter de la capacité du commandement à agir rapidement en cas de menace. Ces deux critiques sont cohérentes dans un cadre abstrait. Elles supposent toutefois un contexte où les variables civiles et informationnelles sont secondaires. Or, dans cette séquence précise, ces variables sont centrales. La présence d'une école à proximité modifie radicalement le calcul coût-bénéfice d'une intervention rapide. Une action armée, même techniquement réussie, aurait entraîné un risque immédiat pour des civils, avec un impact politique et moral durable. De plus, le délai n'est pas accordé dans le vide. Il s'accompagne d'une communication directe, d'une surveillance active et d'une préparation discrète des options alternatives. Ibrahim Traoré ne suspend pas l'autorité de l'État, il la redéploie sur d'autres registres. La preuve publiée à la fin du délai montre que l'État disposait d'informations exploitables dès le départ, mais a choisi le moment de leur révélation. Enfin, l'argument du précédent néglige l'effet dissuasif différé. La reddition finale, suivie d'un procès militaire sans mise en scène, envoie un signal clair: la trahison est exposée, isolée et sanctionnée, sans offrir de récompense politique ou symbolique. Ce signal est au moins spectaculaire qu'une intervention armée, mais potentiellement plus durable. Ainsi, si la stratégie peut sembler risquée en théorie, elle apparaît, dans ce cas précis, ajustée aux contraintes réelles du terrain et aux objectifs déclarés. Neutraliser la trahison sans sacrifier des innocents, ni alimenter une spirale de violence. Ce qui change réellement la lecture de la crise apparaît au milieu du délai, quand la logique se renverse. La stratégie n'a jamais visé à convaincre le commandant de négocier, mais à le placer dans une position où chaque heure supplémentaire lui coûte plus qu'à l'État. Le temps, jusque-là perçu comme une concession, devient un instrument de pression silencieuse. À ce stade, Ibrahim Traoré ne cherche plus à contrôler l'événement par des déclarations. Il laisse circuler des images non officielles, des témoignages indirects, des fragments de réalité que personne ne peut facilement contester. Le convoi devant une école, les soldats qui quittent leur position, les familles qui s'expriment. Ces éléments recomposent la scène sans narration centrale, mais avec une cohérence croissante. La révélation médiane tient dans ce déplacement. La crise cesse d'être un affrontement entre l'État et un officier rebelle. Elle devient un problème moral partagé, visible, où la responsabilité individuelle du commandant est exposée publiquement. Plus il attend, plus il apparaît comme celui qui maintient volontairement des civils en danger. Plus il parle, plus il s'enferme. Cette bascule modifie aussi l'équilibre interne. Les soutiens hésitants comprennent que la sortie par la force est fermée et que la sortie politique n'existe pas. Il ne reste qu'une issue juridique. À partir de là, la révélation finale n'est ni plus une surprise, mais une confirmation attendue. Les effets de cette séquence se déploient sur plusieurs cercles, chacun touché différemment, mais relié par une même logique de retenue maîtrisée. Pour l'État d'abord, la résolution sans assaut évite une crise institutionnelle immédiate. Le convoi est récupéré intact, la chaîne de commandement est restaurée et le traitement judiciaire de l'affaire remplace la démonstration de force.
En apparaissant à la fois ferme et mesuré, Ibrahim Traoré renforce la crédibilité de l'autorité centrale sans créer d'image de répression aveugle. Le message est lisible. L'État ne cède pas, mais il ne frappe pas sans discernement. Pour l'armée ensuite, l'impact est plus profond. La reddition finale, suivie d'une procédure militaire sans spectacle, agit comme un rappel interne. Les soldats voient que la loyauté est surveillée, que la trahison laisse des traces documentées et que les promesses matérielles ne constituent pas une protection durable. Le fait que certains officiers ayant refusé des propositions similaires soient ensuite valorisés renforce un signal inverse. L'intégrité peut être récompensée. À moyen terme, cela contribue à rétablir une hiérarchie fondée moins sur la peur que sur la responsabilité. Pour les civils, la conséquence la plus tangible est l'absence de victimes. L'école reste hors de danger, les enfants ne sont pas exposés à une opération armée, et la population observe que sa sécurité n'est pas traitée comme une variable secondaire. Les manifestations qui suivent la révélation du contrat expriment une demande de justice, mais sans appel à la violence. Cette mobilisation non violente renforce l'idée que la crise a été contenue avant de se transformer en traumatisme collectif. Enfin, à l'échelle régionale, l'épisode produit un effet de diffusion. Les pays voisins observent qu'un réseau de cooptation militaire peut être exposé publiquement sans escalade armée. Des enquêtes internes sont évoquées ailleurs et la méthode devient un point de référence dans les discussions sécuritaires. Le précédent n'est pas celui d'une faiblesse, mais celui d'une patience stratégique appuyée sur des preuves. Ses conséquences convergent vers un même résultat. La crise ne se limite pas à la neutralisation d'un individu. Elle reconfigure les attentes autour de la gestion des trahisons internes, en montrant que la pression peut être déplacée du champ militaire vers le champ moral et juridique. Ibrahim Traoré inscrit cet épisode dans une logique plus large de gouvernance de crise. À moyen terme, cette séquence ouvre trois trajectoires plausibles, sans prédire l'avenir ni assigner de probabilité. Un scénario de base repose sur l'institutionnalisation de la méthode. La crise devient un cas d'école interne, intégré aux doctrines de gestion des incidents sensibles. Les procédures privilégient la collecte de preuves, la communication directe et l'usage du temps comme variable stratégique lorsque des civils sont exposés. Dans cette configuration, l'effet principal est la réduction des réactions impulsives, au prix d'une lenteur assumée dans certaines situations. Un scénario plus optimiste suppose une diffusion plus large. L'exposition publique des réseaux de cooptation entraîne des audits internes renforcés et une coopération régionale discrète. Les promesses financières offshore perdent de leur crédibilité comme outil de recrutement, car elles sont associées à un risque élevé d'exposition. La confiance civile progresse car la population perçoit une cohérence entre discours de protection et décisions opérationnelles. La gestion de crise gagne en légitimité sans dépendre d'une démonstration permanente de force. Un scénario plus dégradé met en lumière les limites. Des acteurs opportunistes pourraient tenter de reproduire des situations de blocage, misant sur la retenue de l'État pour gagner du temps ou attirer l'attention. Dans ce cas, la stratégie exige des ajustements clairs, critères explicites de délai, lignes rouges non négociables et capacité démontrée à basculer rapidement vers d'autres options lorsque les conditions civiles ne sont plus en jeu. Sans ces garde-fous, la patience pourrait être interprétée comme une hésitation. Ces trois scénarios partagent un point commun, la centralité de la cohérence. La méthode ne fonctionne que si les signaux sont alignés entre communication, renseignement et justice. Une promesse de procès équitable doit être suivie d'actes visibles. Une retenue affichée doit être soutenue par une préparation réelle. À défaut,
La confiance accumulée se dissipe rapidement. La recommandation de fond est donc cognitive plutôt qu'opérationnelle. Il s'agit de penser la crise comme une séquence à plusieurs vitesses où l'urgence militaire n'est pas toujours la plus décisive. Si les conditions civiles dominent, ralentir peut devenir une forme d'accélération stratégique. Mais cette option exige une discipline élevée et une lecture fine du terrain, sans quoi elle se retourne contre ceux qui l'emploient. Pour le public, cette histoire n'est pas seulement un épisode militaire lointain. Elle agit comme un miroir de la relation entre pouvoir, sécurité et responsabilité collective. La première transformation concerne la perception du temps. Dans de nombreuses crises, l'attente est vécue comme un abandon. Ici, elle est présentée comme une protection. Ce renversement oblige le spectateur à reconsidérer l'idée selon laquelle l'action rapide est toujours la plus juste. La deuxième transformation touche à la transparence. En parlant directement, sans mise en scène, Ibrahim Traoré réduit la distance symbolique entre décision et population. Cette proximité ne garantit pas l'adhésion automatique, mais elle rend la logique lisible. Pour le public, comprendre pourquoi une décision est prise compte parfois autant que la décision elle-même. Cette lisibilité apaise même lorsqu'elle expose des risques. Un troisième effet concerne la responsabilité individuelle. Les images de soldats quittant le dispositif, les témoignages diffusés, la reddition finale montrent que les choix personnels pèsent de lourd dans une crise collective. Le récit ne se limite pas à une confrontation abstraite entre institutions. Il rappelle que des individus, à différents niveaux, peuvent refuser, hésiter ou se retirer, et que ces micro-décisions modifient l'issue globale. Enfin, l'impact est civique. La réaction populaire, orientée vers la justice plutôt que la vengeance, suggère qu'une autre attente sociale est possible. Le public n'est pas seulement un spectateur passif d'opérations sécuritaires, il devient un acteur de pression morale. Cette pression n'est pas spectaculaire, mais elle encadre les options disponibles. Au total, l'épisode propose au public une grille de lecture moins binaire. Il invite à penser la fermeté sans brutalité, la patience sans passivité et la sécurité comme un équilibre fragile entre efficacité et retenue. Ce déplacement cognitif, discret mais durable, est peut-être l'un des effets les plus profonds de la séquence. La résolution de cette crise ne tient pas à un geste unique, mais à une succession d'étapes lisibles, chacune conditionnant la suivante. La première étape est informationnelle. En reconnaissant publiquement la trahison, Ibrahim Traoré réduit l'espace des rumeurs et fixe un cadre commun de compréhension. Dire ce qui est connu et ce qui ne l'est pas encore évite que d'autres récits occupent le vide. La deuxième étape est temporelle. Le délai annoncé n'est pas abstrait, il est borné, vérifiable et assorti d'une issue précise. La reddition volontaire ouvre l'accès à un procès équitable. Cette condition crée une alternative claire, sans négociation informelle ni promesse implicite. Le temps devient un outil de tri entre ceux qui peuvent encore sortir du dispositif et ceux qui s'y enferment. La troisième étape est probatoire. Les éléments matériels ne sont pas dévoilés immédiatement. Ils sont conservés jusqu'au moment où leur impact est maximal. La publication du contrat signé agit comme une clôture du débat. Elle transforme une accusation politique en affaire judiciaire. À partir de là, la gestion de crise quitte le registre de l'exception pour entrer dans celui de la procédure. La quatrième étape est institutionnelle. La reddition se fait sans mise en scène. Le transfert vers la capitale, l'incarcération et l'ouverture d'une enquête militaire suivent un protocole classique. Cette normalité apparente est essentielle. Elle signale que la crise, une fois neutralisée, ne justifie pas de régime spécial durable. Enfin, la dernière étape est symbolique. En déclarant que la loi suivra son cours,
et qu'aucun homme n'est au-dessus de la justice, Ibrahim Traoré referme la séquence sans triomphalisme. Il ne transforme pas l'événement en victoire personnelle. Il le réinscrit dans une continuité institutionnelle, condition nécessaire pour que la méthode reste reproductible sans dépendre d'une figure unique. Le motif qui revient à la fin est le même que celui du début. Un convoi immobile, une école ordinaire, des enfants qui continuent leur journée sans savoir à quel point l'équilibre est fragile. Ce sont ces images discrètes, plus que les discours, qui donnent son poids émotionnel à la séquence. Rien n'a explosé, rien n'a brûlé, et pourtant quelque chose s'est déplacé durablement dans la manière de penser la crise. Le fil conducteur n'est pas l'héroïsme spectaculaire, mais la retenue assumée. En refusant l'escalade immédiate, Ibrahim Traoré n'a pas effacé le danger. Il l'a contenu jusqu'à le rendre visible sous sa forme la plus nue. Une trahison motivée par des intérêts privés, isolés de toute justification collective. Cette exposition progressive a permis une issue sans deuil, sans martyr, sans victoire bruyante. La boucle se referme sur une idée simple. La force la plus marquante n'a pas été celle des armes, mais celle de la cohérence. Cohérence entre parole et acte, entre protection des civils et exigence de justice, entre patience et fermeté. Cette cohérence transforme un épisode de tension extrême en repère narratif, presque en leçon silencieuse. La phrase qui reste n'était pas celle d'un triomphe, mais d'un choix, penser avant de frapper. C'est peut-être là que réside l'émotion durable de cette histoire. Au terme de cette histoire, il ne s'agit pas de conclure par une certitude, mais d'ouvrir un espace de réflexion partagée. L'épisode invite à dépasser les réflexes binaires où la fermeté s'opposerait mécaniquement à la retenue. Il suggère qu'une autre grammaire de la décision est possible lorsque les enjeux civils, moraux et institutionnels se superposent. Pour le lecteur ou le spectateur, l'intérêt n'est pas d'adopter une méthode clé en main, mais de questionner ses propres attentes face aux crises. À quel moment l'attente devient-elle protection? Et à quel moment se transforme-t-elle en renoncement? Qu'est-ce qui rend une autorité crédible? La rapidité du geste ou la cohérence de la séquence? Ces questions ne concernent pas seulement le Burkina Faso, elles traversent de nombreux contextes contemporains. En choisissant une résolution sans mise en scène, Ibrahim Traoré laisse derrière lui moins une victoire qu'un repère. Ce repère n'impose pas une réponse unique. Il propose un cadre de discussion où la sécurité n'est pas pensée contre la justice, mais avec elle. La discussion reste ouverte. Comment, selon vous, une société devrait-elle arbitrer entre urgence, retenue et responsabilité lorsque tout semble exiger une réaction immédiate?